aux pratiques matrimoniales, je pense que le choix d'écrire cet ouvrage sur tradition et mariage chez les plébés, je dirais que c'est un choix aléatoire parce que je n'ai jamais imaginé, je n'ai jamais voulu, ça n'a pas fait partie de mes préférences, ni d'un plan quelconque, pour se dire. J'étais en thèse de doctorat à l'Université de Marois et l'école doctorale à laquelle j'appartenais mettait l'accent sur la promotion des cultures, ce qui nous obligeait à nos doctorants de valoriser absolument nos cultures. On ne peut pas parler d'une langue sans parler de la sociologie de la société dans laquelle cette langue est parlée, de l'anthropologie, même de la géographie de cette communauté. Et il s'est trouvé à l'époque que j'ai beaucoup détaillé, j'ai tellement ressorti ces éléments dans ma thèse que certains encadrants m'avaient recommandé de retirer certaines informations. C'est ainsi que j'avais retiré des informations sur le mariage, par exemple, et sur la sociologie, un peu les pratiques telles que la sorcellerie, la danse en pays privé. J'ai élagué ces parties, et ce sont ces parties qui constituent aujourd'hui le premier chapitre de cet ouvrage, c'est-à-dire la présentation socio-anthropologique du peuple PV. Ça, c'est le premier élément qui a concouru au choix, qui m'a obligé à publier, ou qui a conduit à la publication de ce ouvrage. Et l'autre, le second élément, c'est que j'étais parti à l'époque en pays PV, c'est-à-dire au sud-ouest du Tchad, dans le département de Mayo-Dala, sinon dans les villages Lamène, Doué et Oumri. J'étais allé collecter les données là dans le cadre de l'établissement de mon dictionnaire lexicographique, de mon dictionnaire bilingue, PV français. Alors, dans les échanges, il se trouvait que d'après les méthodes lexicographiques adoptées ou optées, nous sommes atterris à travailler selon les champs lexicaux des domaines. C'est-à-dire, on prend par exemple le domaine de la cuisine. Qu'est-ce qu'on utilise à la cuisine et qu'est-ce qui concourt à la préparation d'un aliment, par exemple. Tout ça. Dans le champ lexical, c'est un peu ça. Le champ lexical du mariage, qu'est-ce qui constitue le mariage et qu'est-ce qu'on utilise dans le mariage. Et dans la collecte de données, je me suis retrouvé avec toutes les informations sur le mariage traditionnel d'été de l'époque, sans me rendre compte. C'est ainsi avec le patriarche, père à son âme, Moïse David. Il dit, mais vous les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais vous abandonnez nos cultures pour choisir la culture d'autrui, pour se marier comme les blancs, pour manger comme les blancs, pour s'habiller comme les blancs. Et heureusement, toi, tu t'es intéressé à notre culture. Donc, je dis, mais non, le problème c'est que les jeunes ne se désintéressent pas seulement, mais parfois ils n'ont pas de moyens pour créer une réconciliation entre eux et leur culture. Parce qu'aller au village aujourd'hui, il faut de moyens. Et on voit ce que la jeunesse traverse. C'est la galère et le sans-emploi et tout ça. Donc, parfois, ce n'est pas par manque de volonté, c'est par manque de moyens également. C'est ainsi qu'il m'a recommandé, il m'a dit, mais alors dans ce cas, va publier un ouvrage comme ça. Tu exploites ce données et tu mets ces informations à la consommation des autres jeunes de ton âge. D'où l'idée de rédiger cet ouvrage est venue. Alors, comme dans les sciences sociales et sciences humaines, on part toujours sur le terrain avec des enregistreurs. J'avais sur moi l'enregistreur que le président de l'association des écrivains du Tchad, Sostem Danoti, m'a remis, et l'enregistreur de Tchad, Badjam, c'est comme ça. J'ai enregistré
Et à jamais, je me suis mis à transcrire ces informations sur le mariage traditionnel PV. Voilà comment cet ouvrage a vu le jour. Donc, ce n'est pas que c'est un choix comme ça, décidé bien avant. Non, je suis arrivé à obtenir toutes les informations avant de me lancer sur ce sentier. Pour répondre à la question, au second volet, c'est ça, le second volet, c'est pourquoi le PV. Oui, pourquoi je me suis intéressé au PV. Alors, cette question est très pertinente parce qu'elle va m'amener à raconter un peu aujourd'hui les polémiques que je traverse dans le milieu universitaire. C'est-à-dire, il se dit dans le milieu universitaire aujourd'hui, tchadien surtout en sciences du langage, en sciences linguistiques, les chercheurs de cette discipline, la plupart, le littéraire et les linguistes, pensent que Aimé Badian ne publie que sur le PV. En dehors du PV, il ne veut rien faire. Pourtant, ils savent mon parcours, je suis écrivain. J'ai publié des recueils de poèmes, des pièces théâtrales avant d'en arriver à la science linguistique. Alors, c'est pas que je suis réfractaire à d'autres cultures. J'aime bien parler de la culture de façon générale. Mais si je me suis intéressé à la langue PV, c'est aussi un choix, voilà, obligé comme ça. Pourquoi obligé? Parce que ce jeune Badian qui, à l'époque, partait au Cameroun pour les études en master et doctorat, n'avait pas assez de moyens, il n'avait presque pas de moyens pour, par exemple, effectuer un déplacement Marois-Sarr. Moi, il faut dire, si Sarr est un pays, j'allais obtenir la nationalité sarroise, mais d'origine PV, parce que mes parents sont PV. Alors, je n'avais pas ce moyen pour effectuer tout ce déplacement. Mon premier sujet de master était interférence linguistique Sarr-français à Sarr. Mais comment, avec quel moyen me rendre à Sarr, c'était là le problème. J'ai dû changer ce sujet avec une étude anthroponymique, c'est-à-dire étude des noms des PV. C'est comme ça. Marois, par là, c'était juste une histoire de 8000. C'était plus facile pour un jeune de mon âge à l'époque. C'est comme ça. Ça, c'est le premier facteur qui m'a amené sur le champ PV. L'autre, le second, c'est que dans mon école de pensée, c'est-à-dire, on faisait la promotion des langues nationales. Le président Paul Biya lui-même a dit à l'époque que les premiers blancs qui étaient venus faire les premiers travaux sur nos langues, sur nos cultures, ne maîtrisaient pas nos langues. Et ce qui faisait que leurs travaux souffraient un peu d'imperfection, souffraient un peu de quelques anomalies parce qu'ils ne maîtrisent pas les cultures locales. Ils séjournaient juste pour quelques années pour rédiger leur ouvrage. Maintenant, vous les jeunes Camerounais, vous avez fréquenté, il vous appartient désormais de réécrire votre histoire, de dater, de documenter vos cultures. C'est comme ça qu'au Cameroun, vous allez voir, quand vous êtes Massa, vous allez travailler sur la langue Massa. On va vous obliger d'une manière ou d'une autre à travailler sur Massa. Si vous êtes Ewondo, vous allez travailler également sur la langue Ewondo. C'est comme ça que les Camerounais s'intéressent plus à leur culture. Mais ce qui n'est pas le cas au Tchad. Au Tchad, on pense que d'être intellectuel, c'est aller travailler sur le français du 7e siècle, du 20e siècle, du 15e siècle, qui n'est plus d'usage. Et même les Français de souche ne se reconnaissent pas dans ce français. J'ai des amis qui font une thèse en rhétorique sur les œuvres de Voltaire. C'est des choses déjà dépassées. Donc, c'est déjà, comme j'ai obtenu un master déjà sur la langue PV, il était question de continuer parce que c'est la suite logique. Alors, il faut aussi faire un doctorat sur le PV et changer de grade en publiant sur
la lampe PV. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur le PV, en train de travailler sur la lampe PV. Et l'avantage était que voilà, je suis natif, je parle cette langue, c'était ça. Je sais pas, merci. Ok. Ma deuxième question, c'est savoir quel grand anthropologue guide votre démarche de recherche et d'écriture. Alors, anthropologie, j'avoue que je ne suis pas anthropologue. C'est peut-être cet ouvrage qui a fait de moi un anthropologue. Ça fait que même aujourd'hui, les étudiants en anthropologie me citent, mais bon, quand on me cite en tant qu'anthropologue, je ne suis pas fier quand même parce que je ne peux pas aujourd'hui parler en tant qu'anthropologue parce que je n'ai pas les aptitudes. Quand j'étais allé, je suis revenu à N'Djamena avec des données, j'ai transcrit, j'étais allé voir le défunt docteur Kedagan, mon oncle, père son âme. Je dis, mais voilà, j'ai collecté les données et je souhaite publier ça sous l'angle linguistique. Mais comment faire? Est-ce qu'il faut parler en termes de pratique langagère dans le mariage PV pour le mariage en pays PV et tout ça? C'est-à-dire qu'on essaie, j'étais allé pour qu'il m'aide à trouver au moins un titre ou à m'aider un peu intellectuellement à trouver une coloration linguistique aux données que j'ai collectées. Parce que je ne pouvais pas m'auto-proclamer anthropologue ou sociologue. C'est comme ça, il dit non, tu n'as pas besoin de rendre ça linguistique. Comme tu n'es pas l'autre, comme tu es en quête d'attache, tu n'as pas une attache dans une université quelconque, ce qui t'empêche de changer de grade. Donc je te conseille plutôt de publier les données soit sous l'angle anthropologique, soit sous l'angle sociologique. Peut-être en publiant ainsi, un sociologue ou un anthropologue mettra la main dessus et on t'invitera un jour à donner un cours dans le département d'anthropologie ou sociologie. C'est vrai que j'enseigne actuellement à l'université de N'Djamena, en master 2, j'enseigne anthropologie linguistique. Mais bon, voilà, c'est ça qui dit, mais peut-être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire si je publie sous l'angle sociologique ou anthropologique, ça me rendra un peu polyvalent et ça me donnera la chance de sortir la tête de l'eau. C'est comme ça que je dis que c'est un bon conseil. Je suis allé trouver le chef de département de l'université de N'Djamena, mon ancien qui est sociologue, le chef de département de ça, tout ça, qui m'ont proposé quelques théories anthropologiques et sociologiques. C'est comme ça on s'est convenu que bon, pour cette étude, c'était Claude Lévi-Strauss qui était mieux indiqué. Claude Lévi-Strauss dans sa théorie de structuralisme. C'est comme ça, j'ai opté pour cette théorie pour décrire le mariage en pays PV. Alors, l'anthropologue cité, c'est Claude Lévi-Strauss. À travers le document, vous avez parlé beaucoup de pratiques télé dans ces documents. Le mariage, comment d'éviter le mariage télé en cas de décès d'un enfant, tout ça. Alors, je voudrais savoir quelle a été votre démarche, comment avez-vous écrit ces faits? Parce qu'il y a beaucoup, vous entrez vraiment dans des détails traditionnels, des pratiques traditionnelles. J'ai déjà évoqué les méthodes de collecte de données dans la première question, mais n'empêche que je détaille. Je dirais que j'ai collecté les données en 3 étapes, comme je l'ai déjà évoqué. La première étape, c'était dans le cadre de ma thèse. La deuxième, c'était dans le cadre lexicographique. Et la dernière étape, c'était ici à N'Djamena. Donc, les 2 premières étapes se sont déroulées à Pala, dans les villages cités, la mer, Boué, Oumé. Donc, j'avais collecté les données là. Et arrivé à N'Djamena, à la place frontière là, les gens du village étaient venus aussi. Donc, j'en ai profité pour collecter encore l'information. La méthode était simple. Je me promenais avec des enregistreurs, au moins 2. Et le 3e enregistreur que j'avais, c'était mon téléphone. Parce qu'il ne faut jamais faire de telle sorte que
un enregistreur s'éteint ou tous s'éteignent à la fois. Comme ça, on perd les données. Et c'est pas bon, c'est pas digne des chercheurs. C'est comme ça. Il était question de se promener avec plusieurs enregistreurs. Et après la collecte des données, j'ai juste transcrit. J'ai transcrit les récits, les faits, racontés dans l'audio. Maintenant, il était question maintenant de les structurer selon les chapitres. Donc, j'ai juste structuré les données selon les chapitres. Voilà comment j'ai collecté les données dans le cadre de ce ouvrage. Ma dernière question. Quelles sont les procédures pour conclure un mariage téléphonique? Je pense que dans ce document, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être à travers les questions qui vont venir, qui vont nous ressortir, mais la dernière question là, je voudrais savoir quelle procédure conclure le mariage téléphonique? Là, ça ne va pas, je ne souhaite pas que ça m'amène à résumer l'ouvrage, mais bon, parce qu'il y a plusieurs détails, il y a plusieurs choses dans l'ouvrage, c'est-à-dire que pour conclure un mariage en pays privé, pour être bref, je dirais, à l'époque, ça a commencé d'abord par le choix, et c'était les parents qui faisaient le choix. On voit si le père voit si son père, si son enfant est mature, il lui demande, mais bon, tu as atteint la maturité, si tu peux te marier, le père, le fils, il va respecter, tu vas dire, certes, il a atteint la maturité, mais il a un peu peur. C'est comme ça que le père profite de l'occasion pour lui dire, si tu es dans le même cas, va chez telle fille, c'est une fille issue d'une famille digne de mariage. Donc, les parents vont orienter comme ça leurs enfants, et voilà. Après la prise de contact, c'est les fiançailles. Les fiançailles aussi, c'est une période d'étude des conjoints. Donc, la fille rendait service aux parents du garçon et le garçon rendait service également aux parents de la fille. Mais l'objectif, c'était d'étudier ces deux personnes qui envisagent vivre ensemble. Donc, comment le faire? On cherchait à savoir si le garçon était paresseux ou si la fille est une paresseuse. Est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce que le garçon est respectueux? Est-ce qu'il y a plusieurs questions de la sorte? Après les fiançailles, on procède au kidnapping, au rapt, au système de rapt, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas une princesse, on l'enlève par consentement de chez ses parents pour aller la mettre quelque part. Et voilà, si ce n'est pas une princesse. Dans le cas où c'est une princesse, on la prend en pleine journée lors d'une cérémonie appelée les deux. Une célébration officielle du mariage, fait pour les princesses. Donc on l'amène chez son mari officiellement, en pleine journée. C'est comme ça que ça se passe. Après le mariage, pour le cas des filles qui ne sont pas princesses, c'est après ce rapt, après ce kidnapping, que les parents vont réclamer l'enlèvement, disons ainsi. Ils vont réclamer l'enlèvement et cette réclamation ira ensemble avec une demande de pourparler. Les parents vont maintenant vont se retrouver et discuter de quelle dot, qu'est-ce qu'il faut donner, et c'est comme ça. Alors, en pays privé, la dot vient après le mariage. Je pense que c'est ça le processus du mariage. Quand elle est déjà dedans, ça veut dire que c'est déjà le mariage. Le mariage. Voilà, cher public, je crois qu'il a détaillé un peu le contenu de son livre. Comme j'avais dit, dans ce livre, il y a beaucoup. Comment une femme infidèle sera, comment dirais-je, jugée, ou bien une femme, une jeune fille qui peut-être fait la vie de débauche, comment elle sera aussi jugée. Donc je crois qu'il y a beaucoup de détails dans ce document
vous avez la parole, posez des questions au maximum pour profiter ceux qui ne connaissent pas les pratiques traditionnelles parce que nous sommes en ville, nous sommes nés en ville, on ne cherche même pas à savoir comment ça se fait. Nos parents aussi maintenant, là, comme tout à l'heure, il avait dit, au Cameroun, il faut, si peut-être tu vas présenter ta thèse pour faire des recherches dans ta communauté. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas les pratiques de chez eux. Et je crois que c'est cette occasion-là qui nous permet de poser des questions et permettre aux autres aussi de comprendre comment ça se passe chez eux. Donc voilà, je remets